Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans la caverne pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque à la session 2, donc des étapes essentielles de Blender, donc les points Blender, hein, comme je les ai appelés. Et du coup aujourd'hui on va parler donc des réglages Cycles, des réglages Eevee, de façon très rapide, hein, d'accord, parce que j'ai abordé beaucoup de choses sur ces moteurs graphiques. On va aborder également les axes, donc suite à la demande de Framboise68 sur le Discord. On va aborder donc l'addon F2 et l'addon le Loop Tools, d'accord. Donc du coup on se retrouve donc sur Blender pour aborder ces points-là. Donc on va commencer par Cycles, en fait. Donc Cycles, il faut savoir que du coup c'est un moteur graphique qui est censé donc retranscrire donc les vrais rebonds de lumière, d'accord. Donc ça c'est vraiment la base à savoir, hein. Je vais pas rentrer dans les détails pour Cycles, ça sert strictement à rien. Pour activer Cycles, donc vous avez ici donc les paramètres de rendu, vous voyez avec la petite caméra où on peut changer de moteur graphique. Donc on est sur Eevee, Workbench qui est le moteur natif de Blender, Cycles et Percent of Vision. Donc ça c'est un moteur que j'utilise jamais. Donc du coup je vous en parlerai pas, d'accord. Donc là, on va se retrouver sur Cycles. Donc pour l'activer, vous avez ici donc les Cycles. Vous pouvez cocher donc supporter ou expérimental pour avoir des fonctions expérimentales par rapport à Cycles qui ne sont pas encore très stables, mais qui fonctionnent quand même pas mal, hein. Notamment la subdivision de surface par rapport à la caméra, etc. Donc ça, c'est des fonctions que j'aborderai plus tard. Et ensuite, on a ici donc les paramètres d'échantillonnage. Donc là, il faut savoir qu'aussi, donc par rapport au mode, donc le périphérique de calcul est très important. Si vous n'avez pas de carte graphique très puissante, mais que vous avez un très bon CPU, passez par le CPU, d'accord. Si vous passez par le GPU, il faut le cocher ici dans les préférences et aller donc dans Système et cocher votre carte graphique soit au niveau CUDA, soit au niveau OptiX, soit au niveau OpenCL. Donc OpenCL c'est pour toutes les cartes AMD, l'OptiX et le CUDA c'est pour les cartes Nvidia. D'accord. Donc OptiX c'est pour les cartes RTX qui gèrent le RTX, même si là actuellement mes cartes sont capables de gérer de l'OptiX grâce aux mises à jour de Blender en fait, hein, que du coup maintenant on peut gérer de l'OptiX avec des cartes récentes, enfin anciennes du coup. D'accord. Voilà, donc en général on coche CUDA, hein, parce que voilà, moi je préfère. L'optique, c'est encore pas mal de problèmes au niveau de l'ambiance occlusion et d'autres fonctions de Blender qui ne marchent pas dessus. Donc je vous conseille de passer par CUDA si vous avez une carte GTX et OptiX si éventuellement vous avez une RTX, mais encore c'est pas très conseillé parce que ça prend un peu de temps à calculer au départ. D'accord. Voilà. Donc libre à vous de choisir le périphérique que vous souhaitez, mais en tout cas il faut le cocher ici pour y avoir accès. Donc je vous renvoie sur la vidéo en description où j'en parle un petit peu plus précisément pour cocher les GPU ou les CPU, hein. Ça c'est vraiment un gros débat. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je ne coche que ma carte graphique, la première, et pas les deux, et pas mon CPU, parce que ça ralentit en fait le calcul, d'accord. Donc ça c'est un choix personnel, mais je vous invite à regarder la vidéo qui est en description pour comprendre, ok. Donc ensuite pour les tracés de chemin, qu'est-ce que c'est un tracé de chemin? Très rapidement, encore une fois je vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est en fait le nombre de fois où Blender va calculer votre carré de rendu, tout simplement. Donc là, quand je crée une caméra et que je fais un rendu sur Blender, hein, donc du coup, je vais placer ma caméra au niveau de ma vue, donc je vais la bloquer à la vue, je vais dézoomer, voilà, je place ma caméra, je vais faire le rendu de mon cube, ok, donc je passe en rendu, sauf que là, je n'ai pas mon calque de rendu, d'accord, donc ça, c'est un choix personnel, hein, parce que du coup, je ne l'ai pas activé, mais en tout cas, on peut faire un rendu ici en cliquant sur rendu, rendre image, hein, donc avec F12, donc c'est le raccourci pour faire le rendu. Là, ça va me calculer mon rendu. Vous voyez en bas, donc une barre de progression qui augmente, hein, pour me dire que le rendu est en train de se faire. On va patienter un petit peu. Et une fois qu'il est terminé, là, je peux afficher mon image en cliquant ici, donc sur Render Result. D'accord. Donc si vous n'avez pas l'image qui s'affiche, c'est normal, il faut l'afficher ici. D'accord. Et là, j'ai mon image. Donc je n'ai pas mis de lumière, hein, c'est normal que ça soit aussi sombre, mais en tout cas, j'ai bien mon rendu. Et le nombre d'échantillons, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, à quel point Blender, en fait, si vous voulez, donc votre image va être divisée par rapport à des carrés, d'accord, qui sont définis sur des paramètres en dessous, hein, que je vous aborderai après. Et du coup, ces carrés vont être calculés 256 fois par carré, d'accord, par division. Donc c'est ça en fait, hein, donc le rendu. Donc plus vous augmentez ici le nombre d'échantillons, plus Blender va calculer donc le carré pendant très longtemps et du coup enlever un maximum de grains en fait et calculer les rebonds de lumière au mieux. Sauf que des fois, ça ne marche pas très bien, donc faites attention à ne pas mettre 3000 ici, ça sert strictement à rien, hein, c'est vraiment complètement inutile. Partez sur des échantillons bas au départ, vraiment très bas, 32, 64, 128, allez par des multiples de 2, et plus vous montez la résolution, et plus vous regardez si effectivement ça vaut le coup de les augmenter. Mais partez pas dès le départ, moi je vois beaucoup de personnes qui font des rendus, à dire oui, j'ai fait 4000 samples sur Cycles, machin, ils mettent 4000, alors que ça se trouve 100 samples aurait suffi. D'accord. Ça dépend de votre éclairage, et ça dépend de beaucoup de choses, hein, Cycles, d'accord. Mais ça, je pense qu'une vidéo dédiée sera quand même beaucoup plus adaptée, parce que c'est quand même des choses assez longues à expliquer, ok. Là, je vous explique juste les paramètres que je mets moi de base, quoi. Donc en général, je mets 256 et 128, hein, d'accord, donc de base, parce que je sais que mes rendus sont assez consistants, donc 256, ça me reste une valeur
parfaite. Ensuite, on a donc le sample spur, donc ça on va pas l'activer parce que du coup ça fait des samples par carré, mais qui est un carré divisé par un carré en fait, donc c'est vraiment très très long, donc c'est beaucoup plus lent en termes de rendu, mais ça donne des meilleurs résultats. Donc si vous voulez le cocher, vous avez ici sample spur, et du coup on peut ici donc adapter donc les calques de vue justement pour avoir donc des samples par vue, d'accord? Ensuite, on a donc l'adaptative sampling. Donc l'adaptative sampling, c'est une fonction sur Blender qui permet de calculer les zones qui sont plus bruyantes, d'accord, donc avec plus de bruit. Donc le bruit, c'est quelque chose qu'on a déjà vu hein, sur les rendus, et du coup, c'est très problématique hein, pour les rendus en 3D. Donc en fait, lui, il va s'adapter par rapport aux zones en fait, donc où il y a plus de bruit pour concentrer un petit peu son calcul sur cette zone-là, d'accord. Donc toujours le cocher pour avoir un meilleur résultat, encore une fois, au niveau du rendu. Le débruitage, gros débat, mais encore une fois, ne pas le cocher. Pour ma part, je ne coche pas, parce qu'en fait, donc le débruitage, si vous voulez, il commence à débruiter l'image, donc en fait, il va enlever le grain, mais dès la première frame, d'accord. Ici, on a le start sample, donc si vous mettez ici une valeur de 1, quand je passe en mode preview, d'accord, donc en mode rendu ici, là, il va commencer à enlever le grain. Le problème de ça, c'est qu'en fait, donc quand je place donc mon soleil, vous voyez, et que là, je vais déplacer dans ma vue, ça me donne, vous voyez, donc du flou, en fait, parce que du coup, il va débruiter constamment, 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 constamment. Donc certes, ça permet d'avoir un résultat plutôt propre, entre guillemets, sans grain, mais en général, le denoise, on ne le coche pas, en fait, avant d'avoir fait nos samples principaux. D'accord. Donc d'abord, on fait 128 samples au niveau du viewport, ce qui est beaucoup trop, on peut mettre à 32, par exemple. Donc d'abord, on fait nos 32 passes, donc là, on met 32, et après, on débruite, d'accord. Donc là, il va faire mes 32 passes, en fait, en haut à gauche, et après, on débruite. Ok, tu me fais mes 32 passes, tu débruites. Tu fais mes 32 passes, tu débruites. Pourquoi? Parce que ça permet de calculer la lumière, en fait, qui est présente sur la scène, et après, il enlève le grain. Et il le fait pas tout le temps, en fait, à chaque frame, quoi. C'est pas utile, quoi, d'accord. Donc ça, gros débat, encore une fois, de l'activer ou pas. Moi, je l'active pas. Je passe par une autre méthode que je vous expliquerai par la suite. Mais en tout cas, le denoise sur le viewport, pour ma part, non. Mais bon, après, c'est un choix, encore une fois, de votre part. Sur les paramètres avancés, donc il n'y a pas grand chose à dire. Hein, voilà, donc on peut effectivement donc augmenter les échantillons carrés en fait, et du coup ce qui augmente la qualité du rendu, mais également le temps considérablement. Donc c'est un paramètre à prendre en compte si jamais vous avez quelque chose de trop bruyant, n'hésitez pas à le cocher. Ça prend plus de temps, mais ça enlève beaucoup de grains. Et les rebonds de lumière. Donc les rebonds de lumière, c'est le nombre de fois où la lumière va pouvoir donc rebondir sur la surface et du coup être diffusée sur les surfaces annexes, d'accord. Donc encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails de calcul, hein, c'est pas utile. Mais du coup, moi en général, je passe sur 8 partout, d'accord. Donc je mets 8 passes partout, au niveau de la transparence, au niveau de la brillance, au niveau de la diffuse, au niveau du total. Vous pouvez les réduire ces passes, hein. Si c'est une scène très simple comme celle-ci, je peux mettre limite 2 partout, et vous allez voir aucune différence au niveau du rendu, d'accord. Juste une différence au niveau du calcul, parce que ça prend plus de temps à calculer que le reste. D'accord, donc très important. Ensuite, on a la troncature. Donc la troncature donc directe et indirecte va permettre donc de tronquer la lumière au niveau donc de sa propagation, d'accord. Donc ça évite d'avoir des traînées de lumière qui sont pas très belles, parce que justement on n'a pas mis d'échantillons assez grands, on n'a pas assez de rebonds de lumière. Donc du coup on va les tronquer pour les limiter un petit peu et du coup les condenser sur une zone assez spécifique, et du coup ne pas avoir de bavure de lumière, d'accord. Donc en général on met une troncature donc à 9 pour la directe et l'indirecte, ou 0 pour la directe, hein, parce qu'on ne veut pas tronquer la lumière directe en général, et on met plutôt 10 sur la lumière indirecte, d'accord. Donc ça c'est un choix personnel. Pour ma part je mets 9, et si ça me plaît pas, je baisse ce paramètre-là, d'accord. Pour les caustiques, donc les caustiques, c'est par rapport à la brillance et la réflexion et la réfraction des rayons de lumière dans le verre, d'accord. Donc encore une fois, je vais pas rentrer dans les paramètres techniques, mais en gros, c'est la lumière qui traverse le verre et du coup qui rebondit sur la surface. Si on les décoche, c'est bien, mais ce n'est pas réaliste dans le sens où on n'a pas de réfraction ni de réflexion par rapport au verre. Par contre, ça prend beaucoup moins de temps de calcul, d'accord. Donc ça, c'est uniquement à cocher si vous avez du verre et que vos caustiques, hein, réflectives et réfractives, sont justifiés. Donc vous avez juste à taper sur Google les caustiques, vous allez voir ce que c'est, hein. C'est vraiment les reflets, la brillance de l'eau, du verre, voilà, la transparence, et c'est cette petite couche de brillance et cette petite couche de transparence, et c'est comment se diffuse la lumière dans le verre, en fait, tout simplement. Comment elle la traverse et comment elle se propage. Ok. Donc là, en général, donc on les décoche, hein, si on n'a pas de verre, et on filtre un petit peu la brillance, hein, pour réduire un petit peu le temps de calcul également par rapport à la brillance. Donc on le filtre à 2 en général, voire à 1, et si vous ne voulez pas filtrer votre brillance, vous le mettez à 0. Moi, ce que je fais pour la plupart du temps, je ne la filtre pas, ma brillance, parce que j'ai envie de l'avoir propre, mais on peut la filtrer pour économiser du temps de rendu. Ensuite, on a le FastGI Approximation, donc là qui permet donc de... Donc ça, c'est une nouvelle fonction en fait que je n'ai pas trop compris encore, parce que je n'ai pas vu son utilité, mais apparemment ça augmente donc la vitesse de calcul des rebonds. Vous voyez, en fait, donc là à 1,
Vous voyez, donc du coup, je n'ai quasiment pas de rebond de lumière, d'accord? Et si je passe à 6, ça va me précalculer des rebonds de lumière déjà à l'avance pour améliorer ma vitesse de rendu. Voilà, donc c'est uniquement ça. Donc c'est la seule fonction que j'ai trouvée qui soit cohérente par rapport à mes propos que je suis en train de vous donner. Mais en tout cas, c'est ça. Vous voyez, donc à 1, on voit clairement la différence, hein. Pas de rebond de lumière. Et après, à 6, on a des rebonds de lumière. Voilà, tout simplement. Donc la GI, c'est la Global Illumination. Donc encore une fois, faites une recherche sur la Global Illumination si vous voulez plus de détails. Mais ça, c'est un paramètre qui est vraiment très récurrent dans les jeux vidéo et surtout sur Blender. Ok? Donc maintenant voilà, donc ça c'est pour les paramètres principaux pour Cycles. Ensuite on a donc les volumes, donc on va pas forcément aborder les volumes. Les paramètres de cheveux non plus, hein, donc là il n'y a pas beaucoup de choses. La seule chose qu'on va aborder ici c'est au niveau des performances. Donc les performances, elles sont à définir en fonction de votre périphérique de calcul. Si vous êtes en CPU, il faut une toute petite taille de tuile, d'accord? Donc lui il va la détecter automatiquement, vous voyez? Donc ici il est en auto-tile, donc ça veut dire qu'il va la détecter automatiquement, et il va assigner des tuiles de 32 par 32. Par contre, si je passe en GPU, regardez la différence, je passe sur des tuiles, donc des carrés, de 240 par 216. Donc ça dépend de votre carte graphique, et ça dépend de votre processeur. Si vous utilisez le CPU, ne mettez jamais, et je dis bien jamais, des tailles à 512 par 512, parce que, voilà, il faut décocher déjà l'autotile, sinon il veut pas. Et si vous mettez 512 par 512, ça va prendre un temps fou à calculer. Un CPU est capable de calculer des petites zones rapidement, mais pas des grosses. Un GPU, c'est l'inverse. Des petites zones, il les calcule très lentement, et des grosses zones, il les calcule très rapidement. Donc, faut bien faire attention à ça. C'est pour ça que l'association, en fait, entre le CPU et le GPU, pour moi, est pas fondée, parce que c'est pas possible, en fait. C'est que si on met des grosses tuiles pour le GPU, bah oui, mais le CPU va faire exactement les mêmes tuiles, et du coup, ça va prendre un temps fou à faire le rendu. Donc, faites attention à ça. En général, on coche l'autotile size. Donc, l'autotile est un add-on qui est présent sur Blender qu'il faut cocher, d'accord? Donc, ici, vous avez l'autotile. Voilà, vous le cochez pour avoir accès à l'autotile, d'accord? Comme ça vous permet d'avoir une bonne valeur et vous n'avez pas à vous soucier de ça normalement. Ok? Ensuite, on a ici donc le rendu final. Donc en général, on enregistre le tampon et on coche les données persistantes pour garder en information donc les données en mémoire pour éviter les effets de répétition de calcul pour rien, d'accord? Donc ça c'est très important d'enregistrer les tampons et de cocher les données persistantes. Et c'est à peu près tout. On a ici donc les vues 3D aussi pour par exemple, supposons que vous avez un viewport vraiment très lent, on peut réduire la résolution maintenant du viewport en fait sur Blender. Donc là par exemple, vous voyez, on est à 64 pixels. Si je passe à 2 pixels, au 8, hein, du coup c'est le max, là je passe à une qualité de rendu qui est vraiment propre. Par contre, si je mets à 512, donc je la booste, j'aurai une qualité beaucoup, beaucoup moindre, et le rendu se fera beaucoup plus rapidement, d'accord? Donc ça, on peut l'adapter, on peut mettre en une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Et vous voyez, en fait, ça va tronquer ma résolution, vous voyez, à chaque fois. Voilà, 4 fois, vous voyez, en fait, et du coup, ça devient tout pixelisé, donc c'est beaucoup plus rapide pour se déplacer, pour travailler. Si j'ai besoin de travailler comme ça, c'est pas un souci, hein. Pour placer mes objets, par exemple, j'ai une grosse scène à gérer, bah, je réduis ma résolution, je place mes objets, voilà, c'est bon, ok, ils sont placés, je repasse en une fois, et là, j'ai ma qualité max, d'accord? Donc ça, bien faire attention à ça, c'est très important, hein, ok? Voilà, on peut mettre 8 pixels même, c'est bon, c'est immonde, hein, mais voilà, c'est un choix, ok? Voilà, donc on peut mettre en automatique, et du coup, ça passe très très bien. Donc on va remettre un 32, et c'est parfait. Donc ça, c'était pour les réglages Cycles, d'accord? Donc du coup, on a pas mal d'autres paramètres, hein. Donc ça, c'est des paramètres propres à Cycles que je vais pas aborder aujourd'hui, hein, parce qu'on va les aborder plus tard. Mais en tout cas, ça, c'est les paramètres essentiels pour Cycles, voilà. Donc n'hésitez pas, donc encore une fois, à mettre en commentaire, hein, vos propres réglages, vos propres avis, voilà, me donner vos avis, vos retours par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est les réglages que j'utilise quotidiennement, ok? Maintenant pour le deuxième point, donc du coup on va passer sur Eevee. Donc Eevee est un petit peu différent, donc j'ai fait une vidéo, une série dédiée sur Eevee, sur les réglages Eevee que je vous invite à regarder. Donc je vais juste vous retranscrire les réglages, je vais pas les expliquer, hein, parce que je les explique déjà très très bien dans cette série. Donc du coup, on a ici donc les nombres d'échantillons, comme sur Cycles, hein, donc le nombre de passes. Donc sur le rendu, je mets 256, sur la vue 3D 128, c'est pas forcément justifié, on passe à 32 ici pour améliorer un petit peu la vitesse de rendu au niveau du viewport. Ensuite on a donc l'occlusion ambiante que je coche également pour avoir donc les ombres de contact de mes mèches. On décoche donc les bends normales pour donc ne pas plier les normales au niveau de l'ambiance occlusion, et on décoche donc les bounce approximation qui permettent en fait de calculer de façon approximative les rebonds de lumière en fait. Donc nous on veut pas, on veut quelque chose de concret, donc on décoche, d'accord? La distance est à 0.2, d'accord? Donc c'est la distance max pour d'ambient occlusion, ça me paraît cohérent, de 20 cm d'écart pour avoir de l'ambient occlusion, c'est déjà énorme. Et ensuite on a donc le facteur A1 et la trace précision, donc c'est la précision de calcul A1, d'accord? Donc ça c'est pour mes réglages, encore une fois.
Ensuite, on a donc le bloom qui donnait donc un effet d'éblouissement pour quelque chose d'émissif, hein. Donc là, si je mets un shader d'émission, on a quelque chose de brillant, d'accord? Et ça, sans le bloom, c'est pas possible, hein, d'accord? Donc le bloom, vous voyez, en fait, ici, va retranscrire, voilà, ce halo de lumière qu'on voit ici, d'accord? Donc la propagation de la lumière dans le volume. Et si on décoche le bloom, on n'a pas du tout cet effet-là. On a juste quelque chose de clair, certes, hein, d'allumé, mais pas de propagé. Ok. Donc le bloom qui est un effet intéressant pour retranscrire un éclairage qui est allumé, pour simuler une lampe qui est bien, comment, bien chaleureuse, bien, voilà, bien présente. Le bloom est important. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a donc la profondeur de champ qui va donc déterminer la profondeur de champ par rapport à la caméra et du coup les effets de flou, d'accord, tout simplement. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voici mes paramètres pour ce type d'effet. La dispersion subsurfacique correspond à la subsurface donc de la peau et des éléments naturels, d'accord? Donc tout ce qui contient de la subsurface, donc ça je l'aborderai par la suite aussi sur les textures. Qu'est-ce que c'est la subsurface et pourquoi on doit la mettre? Pourquoi c'est important? Donc au niveau des échantillons, on est à 32 et le jitter, je l'ai mis à 30%, d'accord? Donc à 0.3. Ensuite, les screen space réflexion va permettre d'avoir donc la brillance, les réfractions et les réflexions de la matière, d'accord? Donc sans ça, je n'ai pas de réfraction, on le voit ici, hein, vous voyez quand je les ai décochés, je n'ai pas de propagation de lumière sur le sol, d'accord? Donc très important ce paramètre-là pour avoir donc les rebonds de lumière sur les surfaces et avoir la réfraction et la réflexion des éléments. Donc mes paramètres sont en 13 précision, donc à 100%, on décoche half race trace, puisqu'on ne veut pas la moitié des calculs, on veut les calculs complets, on met réfraction, on active la réfraction, on met donc la précision à 1, comme je l'ai précisé, la roughness on la met à 100%, parce que sinon si on tronque la roughness à 0.5, on n'aura que de la roughness, donc la rugosité à 50%, donc ce n'est pas bon. L'épaisseur de la rugosité, donc à 0.2, c'est pas mal. Le edge fading, c'est le dégradé qu'on aura au niveau de la brillance, au niveau de la propagation de la brillance, d'accord? Donc ça, on peut le tronquer et le réduire ici. Le flou cinétique, c'est pour l'animation, en fait, pour donner du flou de mouvement, donc très intéressant comme paramètre, mais uniquement pour l'animation. Il ne marche pas sur un rendu fixe, hein, normal. Les volumétriques, du coup, je les ai expliqués lors de la dernière session, on peut augmenter leur qualité ici en réduisant donc la taille de tuile. Donc plus vous avez une taille de tuile réduite, plus vous aurez une qualité de volumétrique propre. D'accord? Si vous augmentez la taille des tuiles, les tuiles sont plus grossières, et du coup la qualité est moins bonne, mais par contre ça se fait beaucoup plus rapidement. Donc c'est un choix artistique, encore une fois, en fonction de vos besoins. On coche la lumière volumétrique, d'accord? Et on coche les ombres volumétriques pour avoir des beaux volumes avec des ombres internes, et du coup de la propagation de lumière à l'intérieur des volumétriques. Donc là on est à 128 échantillons pour les volumétriques, et 64 pour les ombres volumétriques. Ensuite, on a donc les performances, on coche les normales haute qualité pour améliorer donc la qualité des normales de nos vertex, de nos arêtes, de nos faces, de nos éléments, d'accord? Donc toutes les normales. Hein. Les cheveux, encore une fois, c'est le même paramètre de cheveux pour les fibres, donc ça on abordera par la suite pour les particules. Les ombres, on met donc des calculs donc à 4096 et 4096 au niveau de la cascade pour améliorer donc la qualité des ombres, hein, donc d'accord? Donc ça c'est la propagation des ombres sur la surface. Donc là si je tourne mon éclairage, j'ai une ombre qui est propagée ici, vous voyez, en fait, donc là on la voit, hein, sur mon cube. Hop, pardon. Donc ici, voilà, et donc ça va définir donc la qualité. Donc si je passe à 64 pixels au niveau de la taille de cube et 64 pixels au niveau de ma cascade size, on voit que j'ai quasiment plus d'ombre. Enfin, j'en ai plus même. D'accord? Donc très important d'avoir donc la bonne résolution en fonction de ses besoins et en fonction de ses choix artistiques. Encore une fois, hein, ça peut être un choix d'avoir une ombre très, très prononcée ou pas, quoi. Ok, donc moi je les laisse en 4K pour avoir des bonnes qualités d'ombrage, et du coup je coche le high bit depth qui permet d'avoir donc des ombres en 32 bits, donc avec 32 plages de valeur, d'accord, donc de possibilités de valeur. Encore une fois, je vais pas rentrer dans la notion de bits ni rien, mais 32 bits, voilà, donc ça permet d'avoir donc une plus grande plage de valeur, voilà, tout simplement. Les soft shadows, donc c'est pour les ombres douces ou dures, d'accord, donc là vous voyez, ça me permet de juste rajouter un petit effet de dégradé sur mes ombres, d'accord, voilà, donc ça les tronque ou pas, c'est un choix, encore une fois, hein. Mais moi je préfère les avoir pour avoir des ombres adoucies. Et là, en fait, si on regarde, donc ici on a un défaut d'ombre, vous voyez. Donc ça, on en parlera quand on abordera donc les caméras, parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais du coup, pareil, j'en ai jamais parlé, je crois. Mais voilà, là on a un gros défaut d'ombre, en fait, c'est que là mon ombre est décalée, vous voyez. Donc il faut le voir, hein, clairement. Moi, quand je regarde de loin, je me dis c'est cool. Par contre, si on regarde de près, c'est dégueulasse, d'accord? Donc ça, on abordera dans les caméras, parce qu'il y a un paramètre à cocher dans les caméras que je n'ai jamais dit, mais qui est important, ok? L'éclairage indirect, donc ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas rentrer dedans sur le détail, mais en tout cas, c'est important pour calculer les rebonds de lumière comme Cycles, mais sur Eevee, d'une autre façon, bien sûr, et c'est à peu près tout pour les réglages Eevee. Voilà.
Ok. Donc du coup, on va passer donc à la troisième point. Du coup, l'add-on Loop Tools. Donc l'add-on Loop Tools en fait permet donc de pour le cocher. Hein, donc vous avez ici donc en préférence add-on, vous avez donc l'outil Loop Tools. Voilà, donc vous le cochez hein, comme d'habitude pour l'activer. C'est un add-on qui est inclus dans Blender. Et l'add-on Loop Tools, qu'est-ce qu'il permet de faire? En fait, il permet donc de convertir certaines zones de géométrie par rapport à, à des formes, d'accord? Tout simplement. Donc pour y accéder, vous appuyez sur clic droit si vous avez les raccourcis de la 2.8. Si vous êtes sur les raccourcis de la 2.7, vous appuyez sur W, comme moi je fais. Et du coup, Loop Tools permet de faire donc des bridges. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Des cercles, des courbes, aplatir, stretch, loft, relaxer et space. D'accord? Donc c'est un add-on très 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 pratique et vraiment très sympa. Donc le bridge, qu'est-ce que c'est? Donc le bridge, supposons qu'on a ici donc un cube. Je vais en créer un deuxième en mode edit. D'accord? Donc je crée un deuxième cube en mode edit. Je vais le scale à 0.1. Je vais le remonter à 0.1. Voilà. Donc là il est là et je vais le placer à peu près au niveau de l'autre. Voilà, de façon un petit peu en biais pour vous montrer vraiment l'utilité de cet add-on. Donc tac, voilà, comme ça. Hop. Donc là, on a deux cubes, d'accord? Donc je vais supprimer juste ma caméra parce qu'elle ne sert à rien. Je vais supprimer mon cube et mon plan. Là, on a deux cubes qui font partie donc du même objet, d'accord? Parce qu'ils sont au sein du même objet. C'est qu'un cube, mais j'en ai deux, d'accord? Parce que je l'ai importé, je l'ai créé en mode édition. Et du coup, j'ai envie de faire un bridge, donc j'ai envie de faire un pont entre celui-ci et celui-ci. Donc là, je supprime les faces, parce que je ne veux pas de face interne. Je sélectionne mes quatre arêtes ici avec Shift-Alt-Clic. Shift-Alt-Clic, W, donc au clic droit, Loop Tools, Bridge. Et là, ça me connecte mes loops. Voilà. Donc ça, c'est la première fonction du Loop Tools, très 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 pratique, la connexion des points ensemble. Ok? Donc vérifiez bien avoir toujours le même nombre, hein, parce que là, si par exemple, je fais un CTRL-Z, hop, on revient en arrière, voilà, là j'en oublie une, d'accord? Donc j'en prends que 4 et 3, je fais mon Loop Tools, Bridge, il me connecte les 3, d'accord? Donc faire attention à votre sélection, hein, d'accord? Donc vous sélectionnez vraiment ce que vous voulez raccorder. Donc là, si je veux que avoir 3 et 3, je prends que 3 et 3, d'accord? Je ne prends pas 4 et 3. Il va le faire, hein, mais le truc, c'est que ça marche pas normalement, quoi. D'accord? Voilà, donc bien faire attention à ça. Ok? Ensuite, donc l'autre fonction du Loop Tools, en fait, c'est par exemple si vous avez une surface subdivisée, donc là je passe en mode face, je subdivise ma face, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, voilà. Et là j'ai envie de créer un cercle sur ce cube, d'accord? Donc créer une forme circulaire. Comment je peux faire? Bah du coup, je peux faire un booléen, vous allez me dire, je peux faire, voilà, donc, créer un cylindre et creuser dans ma géométrie. Oui, mais ça vous donne des n-gones et ça vous donne une géométrie dégueulasse. Donc là, la Loop Tools vous permet en fait de faire une sélection de faces, donc là on va sélectionner ces faces-là, et je peux les transformer, grâce à la donne, en cercle. Et là, ça me fait un cercle. Je supprime mon cercle, et là, j'ai mon cercle qui est fait. Donc là, il faut le supprimer en mode face, hein, pas supprimer les vertex, voilà. Et là, j'ai mon cercle qui est fait. Ok? Voilà. Donc voilà, donc à quoi ça sert donc le Loop Tools pour le cercle, d'accord? Ensuite, on a donc le Loop Tools pour relaxer donc les edges. Donc là, pareil, je vais vous montrer donc un autre exemple. On a ici donc supposons une forme donc cylindrique, voilà que je déforme un peu. On va faire donc plusieurs loops. Hop, voilà, je prends ma base, je prends ma face du haut, je la déforme comme ça. Voilà, je fais n'importe quoi, hein. Donc là, je passe en édition proportionnelle, je déforme, voilà, je fais une forme un peu étrange, un peu organique, hein. Du coup, voilà, hop. Voilà, donc là mon mesh est complètement pété en termes de géométrie, hein, on est d'accord, c'est complètement immonde, c'est dégueulasse. Donc comment on fait pour la redresser et pour la corriger? Bah là on a la Done Loop Tools qui nous permet donc de faire donc soit une courbe pour le courber, donc pour l'adossir en termes de courbe. Donc ici en bas à gauche on a donc le nombre d'itérations. Donc là vous ne le voyez pas à cause de ma tête, donc je vais déplacer ma tête si j'y arrive. Hop. Voilà. Vous voyez, en fait, donc là, on a les paramètres de Loop Tools, en fait, qui permettent de faire une interpolation au niveau cubique, au niveau linéaire, d'accord, pour la courbe, les restrictions de la courbe, et les limites et le mode standard, d'accord? Donc ça, c'est pour les restrictions de la courbe. Ensuite, on a donc les paramètres donc de aplatir, pour aplatir donc les surfaces, pour les mettre toutes à 0, donc ça correspond au scale Z0, d'accord, pour aplatir les surfaces. Donc là, si je fais un scale Z0, sans l'édition proportionnelle, bien sûr, ça donne exactement le même résultat. Donc scale Z0, vous voyez, ça aplatit mes faces, mais là je peux le faire directement avec la Done Loop Tools. Aplatir, ça m'aplatit mes faces. Ça me les met toutes au même niveau, au niveau 0. D'accord? Donc là pareil, regardez cette loupe là, W, enfin clic droit, aplatir, ça m'aplatit mes faces. Parfait. Ok? Ça c'est la troisième fonction.
Ensuite, on a le G-Stretch qui va permettre donc de condenser les points sur une zone, d'accord? Donc de converger tous les points sur une zone en fonction des paramètres ici, hein, d'accord? Donc au niveau des limites de vertex, donc minimum, maximum, et du coup ça va condenser tous les vertex sur un point, d'accord? Sur une arête. Donc ça peut être pratique ou pas, moi j'en ai clairement pas l'utilité, mais ça peut servir. On a le loft pour relaxer un petit peu donc les segments, et du coup c'est le bridge loft, je crois que c'est vraiment pour pour faire des connexions entre arêtes, mais de façon très douce. Donc pareil, j'en ai pas l'utilité forcément, mais le loft apparemment sert pour ça. Donc pour faire des connexions beaucoup plus progressives en fait et beaucoup moins brutes, d'accord? On a le relaxer qui va permettre de relaxer les vertex avec le nombre d'itérations. Donc là, si on met une fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois ou 25 fois, ça va permettre de relâcher la géométrie et de l'assouplir, d'accord? Donc là, je fais W, relaxer, vous voyez, ça me relaxe ma géométrie, et du coup, ça vient la replacer proprement. Voilà, vous voyez? Ça la replace proprement. Donc ça, faut le faire plusieurs fois, en fait, hein, pour relaxer la géométrie propre, et du coup, récupérer un petit peu la propreté de notre mèche, hein, parce que là, c'est vraiment immonde. Et du coup, vous voyez, ça me permet de récupérer une constance un petit peu de géométrie. Donc bien le faire sur les axes horizontaux et verticaux pour relaxer la géométrie à chaque fois et récupérer une forme beaucoup plus convenable. D'accord? Voilà, donc ça c'est à utiliser vraiment avec délicatesse, hein, pas comme là je suis en train de faire, parce que là ça fait un autre mèche, hein, mais vous pouvez relaxer à une fois, deux fois, trois fois, etc. Et au nombre d'itérations que vous allez faire, ça va changer votre mèche en fonction. D'accord? Mais vous voyez, là on commence à récupérer une constance, et après vous faites sur les axes donc verticaux, voilà, hop, vous relaxez, et du coup ça les relaxe aussi de façon verticale, d'accord? Donc bien faire attention à ça, parce que ça comprend le volume du mesh, et ça va le relaxer sur le volume, pas sur la forme. Donc ça risque de déformer grandement vos objets, ok? Mais très pratique pour corriger la géométrie. Et ensuite, on a espace, donc ça c'est la fonction que je préfère. En fait, donc là c'est pas très parlant, mais du coup si je fais par exemple, supposons donc une courbe, tout simplement, on va faire donc un cercle, voilà. Et là en mode édition, donc je vais la convertir donc en mèche, donc Alt C, convertir en mèche. Et là tous mes vertex sont placés au même endroit. Mais supposons que là j'avais des vertex un peu déplacés au niveau interne, comme ceci. Vous voyez, où les espacements ne sont pas du tout pareils, d'accord? Limite, ils sont superposés, ils sont un petit peu étranges, pas comme ça, mais qui sont un petit peu, voilà, juste un peu désaxés. Voilà, donc là, j'ai perdu ma constance de régularité. Je sélectionne mes vertex, clic droit, space, et ça les remet au même espace. Donc après, il faut faire plusieurs fois, encore une fois, pour les redresser propres, d'accord? Voilà, et là, tout est espacé proprement. Donc c'est comme ça qu'on récupère une constance d'espace entre vertex. Ok, donc ça c'était pour la donne Loop Tools. Maintenant pour la donne F2. Donc la donne F2, qu'est-ce que c'est? En général, moi au départ, je croyais que c'était un raccourci avec F2 qui n'a strictement rien à voir en fait. Donc la donne F2, pareil, vous l'activez ici donc en tapant F2. Et en fait, c'est Face 2 en fait. Donc c'est voilà, c'est un peu étrange, mais c'est Face 2. Et du coup, c'est en Edit Mode et la position c'est F. Et F, qu'est-ce que ça fait? Bah ça ferme les faces. Donc là, supposons, on prend le même exemple. Donc j'ai un plan sur la gauche, d'accord, donc à 2 mètres, voilà. J'ai un plan, on va le mettre en mode edit, hein, ça m'évitera de les fusionner. J'ai un plan sur la droite, donc enfin la droite de Blender, hein, du coup, donc la droite ici, la gauche ici, et du coup je veux connecter les plans ensemble. Comment je fais? Je sélectionne ma face et je fais un F, et ça permet de fermer les faces, d'accord? Donc là, supposons que j'ai une face maintenant qui est ici, donc là on va couper donc le cube comme ça en 4, là on va le couper en 2, là aussi, là aussi. Donc là, supposons que je n'ai pas de face du tout. En fait, donc je sélectionne tout mon mesh, je supprime les faces, only faces, et j'ai que des vertex, d'accord? Donc là, j'ai besoin de fermer ma géométrie. Comment je fais? Je sélectionne une arête, j'appuie sur F. Je sélectionne une arête, j'appuie sur F. Et après, l'avantage de ça, c'est que du coup, je peux faire F, F, et là, quand c'est constant, en fait, on peut faire des F partout, d'accord? On peut fermer constamment la géométrie. Donc là, il comprend pas mon arête, donc du coup, je l'aide un petit peu. Je sélectionne mes 4 faces, et j'appuie sur F pour les fermer. Ok? Donc là, pour les axes, en fait, donc pour les axes, c'est très simple. Enfin, simple, oui et non. Donc je vais vous donner la base des axes, hein. Je vais pas vous donner toutes les notions d'axes, parce que c'est très long, mais en tout cas, la base. Donc de base, en fait, sur Blender, on est en axe global, d'accord? Donc les axes globaux, pour les afficher, ça va vous aider grandement, il faut les cocher ici, vous voyez? Donc là, on peut afficher donc les gizmos, et là, on a donc les gizmos qui sont globaux, locaux, normal, gimbal, vue et curseur. Donc moi, je vais vous parler des 3 premiers, hein, parce que les autres, pour moi, ne sont pas pratiques. Mais les 3 premiers sont pratiques. Donc le global, ça va m'afficher mes axes globaux, d'accord, sur Blender. Donc là, je ne les vois pas. Pourquoi?
parce qu'il faut les cocher. Voilà. Donc vous cachez donc objet gizmo global, et là vous affichez donc les axes de déplacement, les axes de rotation et les axes de scale. D'accord? Donc on peut afficher les trois en même temps. Moi en général je travaille que avec le déplacement. D'accord? Donc la scale et le tourner, je vois pas trop l'intérêt parce que bah, on arrive à se dire bah tiens ça c'est l'axe X, du coup bah, je vais tourner autour de l'axe X. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'afficher 3 fois les mêmes axes. Pour ma part, après c'est un choix personnel. Mais voilà le gizmo. Donc là actuellement on est sur l'axe global. D'accord? Donc là on est en global et j'ai mon axe global de cocher. Ok? Donc là il m'indique une position sur Z qui est ici, une position sur Y qui part dans ce sens-là, de façon positive, et une position sur X de façon positive. Donc quand je passe en vue de face, j'ai quoi? J'ai mon axe X qui est face à moi sur la droite, mon axe Z qui part vers le haut face à moi, et mon axe Y qui est de l'autre côté face à moi. C'est mon axe Y. Quand je suis en vue 1, je suis sur l'axe Y de façon positive. Maintenant, si j'inverse la vue 1 avec CTRL 1, là, je suis en axe négatif. Pourquoi? Regardez, si je pivote mon cube, ma flèche fait face à moi. Donc là, je suis dans le mauvais sens, je suis de façon négative. Ok? Pareil pour l'axe X, si je suis en vue 3, je suis face à lui. Regardez, je pivote, il est face à moi. Donc je suis positif sur l'axe X. Et là, si je fais CTRL 3, je suis en négatif. Je suis à l'arrière de mon axe X, d'accord? Donc là, c'est moins X. Donc je vais faire des petites annotations. Hein. Moins X, voilà, plus X. Ouais, c'est pas très compréhensible, mais enfin, vous avez compris. Hein. Plus X, plus Y, et moins Y. Hop, voilà, ok. Et après, donc là, sur le haut, hein, bon, désolé pour les annotations parce qu'elles suivent pas forcément, mais là, c'est plus Z, et là, c'est moins Z, d'accord, sur le bas. Donc une fois qu'on a compris ça, ça c'est les axes globaux. Les axes globaux, c'est quoi? C'est pas les axes du mesh, c'est les axes du monde. Voilà. Donc là, si je tourne mon objet sur lui-même, par exemple, donc en mode objet, hein, en mode objet, d'accord? Si je tourne l'axe sur lui-même, par exemple, je tourne sur Y, voilà un peu, je lui donne une rotation complètement aléatoire. Je tourne un peu sur X, je tourne un peu sur Z. Voilà, je tourne sur Z, voilà. Regardez mon axe. Mon axe n'a pas changé, et pourtant mon objet est tourné. Donc est-ce que j'ai vraiment l'axe de mon objet? Non. J'ai l'axe de mon monde. J'ai l'axe global, j'ai l'axe de la scène. D'accord? Donc la scène, pour lui, mon cube, peu importe comment il est tourné, peu importe comment il est foutu, peu importe comment il est... enfin voilà, peu importe comment il est modélisé, d'accord? J'ai beau faire ce que je veux, hein, mes axes ne changeront pas. D'accord? Même si je fais une forme comme ça, mon axe, vous voyez, là il est complètement pété, ce mesh, mais mon axe ne change pas, parce que c'est l'axe global. D'accord? Après l'axe local, c'est autre chose, puisque du coup là, quand j'active donc l'axe global, je deviens global au niveau du monde, d'accord? Donc je deviens global au niveau du monde, je deviens local au niveau du monde, et je deviens normal au niveau du monde. Très important de savoir ça. Et ensuite, là, au niveau des axes, on a donc les gizmos, encore une fois, qu'on coche en fonction. Hein. C'est pas, les gizmos ne sont pas relatifs à ce mode-là, hein. Très important. Quand je suis au local, c'est pas parce que je suis en local. Vous voyez, mon axe, il est toujours global. Hein. Il s'en fout. Que je suis en local ou pas, je peux mettre normal, je peux mettre gimbal, je peux mettre ce que je veux, il s'en fout. Mon axe est toujours local, donc bien les changer dans les deux paramètres. Ok? Donc là, je passe en local au niveau de la scène, et je passe en local au niveau de mon axe de mesh. Et là, regardez. Mon axe local, c'est l'axe de mon objet. Vous voyez? En fonction où je le tourne, l'axe va se tourner, puisque c'est l'axe de mon objet. Ok? Donc ça, c'est très important à savoir. Donc là, par exemple, dans le cas de Framboise, hein, quand elle fait ses poutres, bah voilà, je prends ma face, j'ai la normale de ma face, donc l'axe de ma face, je la tire sur Z, sur ma face. Vous voyez? Je la tire sur l'axe de ma face. Là, ma face est orientée sur Y, donc vous voyez, pourtant pour moi c'est un axe Z, parce que c'est vers le haut. Mais non, c'est l'axe Y pour cette face. Là, c'est l'axe moins Y, là, c'est l'axe moins Z, et là, c'est l'axe plus X, et là, c'est l'axe moins X. Vous voyez? Voilà, donc là, c'est les axes locaux. C'est l'axe local de l'objet. Et après, on a la normale. Donc la normale, qu'est-ce que c'est? C'est la direction des faces. Donc là, c'est encore un petit peu différent, parce que du coup, c'est pas complexe, mais je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Donc là, je vous ai expliqué donc, les axes globaux et locaux. Mais maintenant, regardez, donc là, je vais faire une rotation comme tout à l'heure, un peu pété, voilà, etc. Et là, j'ai, du coup, un mesh, voilà, avec un axe local, hein, qui est cool. Mais maintenant, je veux appliquer ma rotation à ma taille, pour une raison que je ne connais pas, mais je veux appliquer ma rotation. Donc j'applique ma rotation, ma taille, ok, rotation de taille, tous mes paramètres sont redevenus à 0. Et là, regardez ce qui se passe. Mon axe local, vous voyez en fait la différence? CTRL Z, là j'ai vraiment l'axe de mon objet, d'accord? Donc la direction de mon objet qui est importante, parce que je garde mes valeurs au niveau du monde, mais lui, localement, est tourné. Lui, sur lui-même, il est tourné, d'accord? Donc mes axes sont tournés. Par contre, si j'applique ma rotation, ma taille, là, mon axe redevient
local, certes, mais il devient positif. Il se remet par rapport au monde. Pour lui, Z, il est là-haut, Y est là, et X est là. Donc il va les appliquer. Il va dire, ok, ton objet, non, il n'est pas tourné, donc du coup, mes axes sont bons, quoi. Pourquoi? Parce que je les ai appliqués. D'accord? Donc là, si maintenant j'ai envie d'extruder ma face, c'est du coup de dire, bah tiens, j'ai envie de partir là sur Z. Voilà, j'ai envie d'extruder ma face sur Z. Vous voyez? Là, elle part sur Z, elle part sur sa normale. Par contre, si j'appuie sur Z, donc là, je fais une extrusion sur Z, regardez où elle part. Elle part vers le haut. Vous voyez? Et l'axe de normal, c'est ça. C'est l'axe dans lequel elle part. Regardez là, mon axe, il est ici, sur Y, alors que ma face est complètement à l'ouest. Si je fais une extrusion, elle part sur la normale. D'accord? Par contre, si je déplace sur Z, elle va monter. Si je déplace sur X, elle va aller vers l'avant. D'accord? Donc rien à voir avec ce que je veux. Si je pars sur Y, elle part vers l'arrière. Donc ça va déformer mon objet. Et ça, c'est l'axe de normal. Donc l'axe de normal, pour le voir, pareil, on va le cocher ici. Normal. Et là, regardez. Même si j'ai appliqué ma rotation ma taille, donc je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière, je sélectionne ma face, j'active mon axe normal. Et là, vous voyez, même si j'ai appliqué ma rotation ma taille, vous voyez, je suis à 0. Hein. Mais pourtant, j'ai mon axe de normal. Et là, je peux tirer tranquillement. Même si j'ai appliqué ma rotation ma taille. Parce que je vous invite à appliquer la rotation ma taille, hein, clairement. Parce que l'objet n'est pas tourné sur lui-même, il est tourné dans la scène. Donc la rotation sur la scène, ici, donc la rotation du monde global, ne doit pas être à 90 avec des valeurs ici. Elle doit être toujours à 0, comme la taille et l'échelle, hein, c'est pareil. Quand votre scale n'est pas bonne, ici, il faut qu'elle soit appliquée. Parce que là, j'ai 2 fois 15 mètres, d'accord? Pour le monde, hein, pas pour l'objet. Ça, c'est encore une notion assez complexe, hein, mais bon, voilà. Mais j'ai 2 fois la taille de 15 mètres, voilà, c'est juste ce que vous avez à comprendre. Là, j'ai 43 degrés par rapport au monde, alors que mon objet, bah non, pour moi, il est droit. Mon objet est comme ça. Pourquoi il sera à 43 degrés dans le monde et 66? C'est pas cohérent. Bah non. Parce que du coup, il faut appliquer la rotation de la taille. Et normalement, toutes les modifications qu'on fait, au niveau de la taille et de l'échelle et de la rotation, c'est en mode edit et pas en mode objet. C'est ça l'erreur qu'on fait. Mais bon, on le fait tous, hein, je vous rassure. Mais c'est ça l'erreur qu'on fait, c'est qu'on modélise en général en mode objet parce que c'est plus simple. On arrive sur le mode objet, on dit ok, bah allez, c'est parti, on y go, tac, voilà, je bouge mon mesh, je scale, je le tourne, je passe en mode edit, je bouge un peu mes vertex, tac, voilà, donc là c'est cool. Hop, je fais ma forme et c'est bon. Voilà, non. Là, regardez, j'ai 2 fois, quasiment 3 fois, 18 mètres, 3 fois 16 mètres et 3 fois 8 mètres 75, et j'ai une rotation sur Z à 68 cm. C'est pas bon, donc je dois appliquer ma rotation ma taille, et je dois recalculer mon origine vers ma géométrie pour recalculer le centre de masse de mon objet. Très important. Ok? Voilà. Et du coup, la direction des normales, bah c'est ça. C'est la direction de mes faces, d'accord? Donc cette face-là, elle part vers le bas, bah ok, c'est mon axe Z. L'axe normal, c'est Z, hein, tout le temps. C'est pas Y, c'est pas X. L'axe normal, c'est Z, d'accord? Vous voyez? Peu importe la face où je suis, c'est Z. Hein. C'est toujours Z. Vous voyez, c'est toujours le bleu hein, que je tire. Hein. C'est pas le rouge ni le vert. Hein. Ok? Voilà, donc toujours l'axe de normal, très important. Si vous avez appliqué votre rotation, votre taille, vous cochez ici donc les normales et vous tirez sur la normale de la face concernée ou la normale du vertex concerné, hein, peu importe. Regardez, je passe en mode vertex. La normale, c'est quoi? C'est ma normale de vertex. C'est ça. C'est sa direction à lui. C'est pas la direction du mesh, la rotation, etc. Non. C'est sa direction à lui. Peu importe. Ok? Voilà pour les axes. Donc j'espère que c'est simple, que c'est compris de cette façon. Si ça ne l'est pas, je vous en prie, dites-le moi en commentaire. Hein, je reviendrai dessus d'une autre façon. Mais voilà, en tout cas pour ma part, c'est la plus simple. Cochez les gizmos, ça vous aide. Et tentez les différents modes de transformation ici hein, pour voir ce que ça fait au niveau de votre objet, tout simplement. Ok? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, encore 5 points abordés de façon très concise, mais j'espère que voilà, donc c'est toujours aussi pertinent pour vous. La prochaine session sera donc du coup vendredi, avec 5 points, encore une fois, donc des nouveaux points, hein, donc des nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour me poser vos questions. L'espace commentaire également est là pour ça. Abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.